Transport électrique, filière batterie, voiture intelligente, ce sont tous des termes qui prennent de plus en plus d'espace dans nos médias et dans notre vocabulaire, parfois avec une connotation positive et présentés comme l'avenir du transport, mais parfois le concept du transport innovant a mauvaise presse. On peut penser au cas de Lyon et de Northvolt, où plusieurs ont critiqué l'investissement de fonds publics dans des entreprises à la santé financière précaire. Cette semaine à Perspective, on tente de démystifier le transport innovant qui a le vent dans les voiles dans notre région des Basses-Laurentides. On se trouve maintenant à Saint-Jérôme avec Pierre-Luc Lorrain. Monsieur Lorrain, vous êtes directeur général de l'Institut du véhicule innovant. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter rapidement l'Institut? L'Institut du véhicule innovant, c'est un centre collégial de transfert technologique rattaché au Cégep de Saint-Jérôme. On est en format OBNL ici, donc on ne fait pas partie intégrante du Cégep, mais on est une partie de recherche du Cégep. Donc, on a une délégation de pouvoir pour faire la recherche appliquée principalement, en fait, sur des technologies véhiculaires avancées et innovantes. Au niveau des Basses-Laurentides, où est-ce que se trouve la région, selon vous, sur l'échiquier provincial du transport innovant? En fait, à l'avant-plan, depuis 20-25 ans et même au-delà, la région des Laurentides, notamment la basse région, est impliquée dans la fabrication de véhicules. On n'a qu'à penser à GM il y a plusieurs dizaines d'années. On n'a qu'à penser aux différents OEM comme Novabus qui est établi à Saint-Eustache, mais également la grande aventure que Lyon a vécue ici, mais aussi un paquet de gens qui travaillent de près ou de loin, des gens formés et des fournisseurs aussi qui ont pris l'habitude de travailler dans ce domaine-là. Donc, je peux dire qu'on est à l'avant-plan au niveau des Laurentides à travers le Québec comme un fabricant de véhicules et fabricant de véhicules innovants aussi, grâce à l'IVI. Comment on se compare un peu, ça peut être plus au niveau du Québec, mais dans le monde, dans ce domaine-là? Il ne faut pas être gêné de notre place, c'est-à-dire qu'on a une petite place dans un créneau qui est extrêmement large. Donc, de dire qu'on domine un marché ou qu'on est leader d'un marché, je ne suis pas prêt à dire ça. Toutefois, je pense qu'on a une position, un rôle à jouer dans ce grand écosystème-là, notamment au niveau de la formation, au niveau de la recherche appliquée. Puis il y a certainement un moyen de prendre une belle part de marché, pour offrir un développement économique intéressant pour la région et le Québec, mais aussi pour contribuer justement à l'électrification des transports dans le monde et la réduction des GES en général. Dans les Laurentides, quand on parle de transport innovant, on parle des automobiles, mais pas seulement. Là, il y a d'autres créneaux. Là. Absolument. Les créneaux sont nombreux. En fait, tout ce qui bouge. On parle de la trottinette jusqu'à l'avion. Donc ici, on est chanceux. On a la zone d'innovation en aéronautique qui s'est établie de Mirabel jusqu'à Longueuil. À Mirabel, il y a beaucoup de projets qui vont se faire autant dans le domaine du drone, dans le domaine d'un avion à décollage vertical. Donc, les eVTOL en anglais, l'IVI travaille dans ces domaines-là, mais travaille aussi dans la mobilité active, c'est-à-dire dans des plus petits véhicules qui vont transporter les gens, ils vont aider à se déplacer, mais aussi dans le véhicule très traditionnel, le véhicule lourd, le véhicule hors route, on peut penser au minier, au forestier, le véhicule sur l'eau, donc on peut penser à un bateau aussi qui va être soit électrifié, soit rendu intelligent. Et quand on parle de véhicules innovants en général, c'est un véhicule qui est connecté à son environnement, mais aussi qui est très intelligent, qui est capable d'aider à la décision, si on veut. Quand on parle de véhicules innovants, des fois dans les médias, on se réfère surtout au côté électrification des transports. Est-ce que vous trouvez que justement le transport électrique a mauvaise presse en ce moment avec Northvolt, avec Lyon? Oui, absolument. Le transport électrique a mauvaise presse, la filière batterie a mauvaise presse, mais pas plus tard qu'hier, depuis quelques jours, en fait, il y a des articles qui sont sortis, notamment sur Radio-Canada, qui expliquaient que la filière batterie est toujours pertinente pour le Québec. C'est encore un créneau super important. Puis c'est pas parce que deux compagnies ont été chancelantes. Là, je parle de Lyon. Northvolt a quitté, mais pour Lyon, c'est une compagnie qui est encore bien là, bien vivante, bien active. C'est pas parce qu'il y a des difficultés nécessairement que tout s'effondre autour. Comme je disais, il y a des gens formés, il y a des programmes de formation, il y a des distributeurs qui sont disponibles pour ça. Et on a un réseau d'innovation aussi au Québec qui est bien ancré, qui est bien solide, autant avec des universités comme l'ETS, mais aussi avec des cégeps là, qui ont développé une certaine expertise. Donc, je pense qu'au contraire, c'est le temps ou jamais de se rassembler ensemble puis de continuer ce grand projet-là, notamment en électrification des transports, la création de nouveaux types de véhicules. Là. Puis de changer le discours, donc. Et de changer le discours, absolument. C'est la priorité. On se relance tous ensemble. Là. On est capable de le faire. Comment vous voyez le futur là, dans les prochaines années, décennies là, pour le transport innovant dans la région? Bien,
On est très unis dans les Laurentides. Avoir fait un peu le tour du Québec dans l'écosystème, les Laurentides sont reconnus pour être très fiers, très forts ensemble. Moi, ce que je souhaite pour la région, c'est d'être capable de poursuivre ça, mais avec toutes les régions du Québec, puis tout ce que tout le monde a apporté justement à contribuer à ce grand écosystème-là des transports électriques et intelligents. Donc, travailler avec les autres régions, les autres organisations qui sont dans le domaine, puis essayer de faire un tout commun au Québec. Je pense que la région va en sortir gagnante, mais tout le Québec au complet. Donc, c'est d'essayer d'être un leader positif autour de ça, puis de cesser de se compétitionner entre régions, mais plutôt compétitionner l'international. Mm-hmm. Puis là, il y a un nouveau centre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus qui devrait voir le jour? Oui, bien, le centre de formation d'innovation de la MRC de la Rivière-du-Nord qui, espérons-le, va voir le jour ici à côté. Il reste encore du travail à faire pour une adoption au gouvernement, mais on espère pouvoir accueillir ce centre-là juste ici à côté à l'IVI, puis rassembler nos expertises ensemble, puis être capable d'aider davantage les entreprises à aller plus vite. Si on se compare avec d'autres pays de notre taille, par exemple la Suède, cette intégration-là est déjà faite depuis plusieurs années pour servir les grands joueurs comme Volvo, par exemple, ou même Saab, et c'est un modèle qui fonctionne. Et c'est peu cher payé quand on voit l'impact et les retombées que ça a sur les entreprises, autant du Québec que celles en Suède. Donc, moi, j'appuie fortement ce projet-là. Il faut que ça voie le jour. Et il y en a plein d'autres au Québec, des projets comme ceux-là. Je les encourage fortement parce que c'est par l'innovation qu'on est capable de se démarquer au Québec. Ça a toujours été notre force, fait qu'il faut le continuer. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un progrès qui a eu lieu dans les Laurentides, dans les Basses Laurentides, récemment, quelque chose qui donne l'espoir? Oui. Le leadership de la MRC de la Rivière-du-Nord est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'avec le programme sur lequel ils sont supportés sur le transport innovant, ils ont permis justement de bâtir des projets de démonstration de véhicules de demain qui vont être capables d'aider à la décision surtout. Donc, des véhicules qui sont intelligents, la captation de données, puis l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, ça, c'est un signe de leadership pour moi qui est important parce qu'on consolide qu'on est fort ici dans la région pour ça. Et ça prend des leaders positifs parce qu'on n'a pas juste des bonnes nouvelles. Donc, ça prend des leaders positifs comme eux qui vont tirer le bateau vers l'avant. Donc, ici, on est dans un des laboratoires de l'Institut du véhicule innovant, donc un des garages que nous avons. Donc, on peut faire rentrer les véhicules ici puis travailler sur ceux-ci. Donc, on peut faire autant de la conversion, de la création de nouveaux véhicules, mais on a aussi la manipulation de batteries, la manipulation de moteurs. Donc, un paquet de choses qu'on est capable ici de transformer, d'améliorer, voire de créer. Pour s'assurer de nouveaux véhicules qui sont plus performants et plus adéquats pour nos besoins d'aujourd'hui. C'est de la recherche appliquée, fait qu'on crée des choses tangibles. Donc, pas de recherche fondamentale, mais vraiment appliquée. À l'IVI, on a 3 axes. Donc, on a l'axe véhicule à faible émission, véhicule connecté et véhicule intelligent. Donc, avec ces 3 axes-là, on est capable d'aller couvrir tous les types de véhicules et tout ce qu'un véhicule peut apporter dans l'aide à la décision, mais aussi dans la gestion énergétique. Aujourd'hui, un véhicule, c'est un gros ordinateur et souvent, maintenant, une grosse batterie. Donc, on est capable de réutiliser cette énergie-là pour faire autre chose avec. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un armoire à manteau. Donc, c'est un cabinet où on a des batteries à l'intérieur, des modules de batterie. On en a 26 comme ça à l'IVI qui sont derrière dans un grand conteneur sécurisé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait de l'échange énergétique, soit avec notre bâtiment, nos véhicules et le réseau. Donc, le but de ça, c'est de gérer ce qu'on appelle le V2X, le Vehicle to Something, le véhicule à quelque chose, pour faire de l'échange énergétique. Donc, un véhicule maintenant se promène avec une grande quantité d'énergie électrique, mais peut-être serait-ce utile de l'amener après ça dans le réseau pour aider lorsqu'il y a des grands besoins. Donc, c'est à ça que ça sert. Bien, ici, on se trouve dans l'espace de travail de l'Institut du véhicule innovant. Il y a 46 personnes, autant des techniciens, des ingénieurs et du personnel de l'administration qui sont là pour soutenir au quotidien les entreprises, les organisations qui veulent faire de l'innovation dans le domaine du véhicule et supporter justement la pré-commercialisation. On sait que c'est un enjeu au Québec et on a besoin de ce genre d'organisation-là que nous sommes, un centre collégial de transfert technologique, pour pouvoir faire avancer les projets comme ça d'innovation au Québec. Bien, étant lié directement au Cégep de Saint-Jérôme, on va aller chercher beaucoup de techniciens, des stages et tout ça, mais on a aussi des finissants universitaires et des gens de grande expérience qui viennent travailler, puis tout ça forme un tout bien uni qui est capable d'échanger différentes connaissances puis d'offrir le meilleur ensuite à l'écosystème là, du transport électrique innovant et des véhicules innovants en général.
Dans le français d'aujourd'hui, un grand nombre de mots semblent empruntés à la langue anglaise. Ce sont les anglicismes que les puristes aiment tant chasser, décortiquer, corriger. Pourtant, il importe de rappeler que plusieurs de ces anglicismes sont à l'origine des mots français. Revenons un peu en arrière pour expliquer ce phénomène. En 1066, c'est Guillaume le Conquérant, un Normand né à Calais en France, qui entreprend la conquête de l'Angleterre, qu'on appelle d'ailleurs la Terre en angle. Triomphant, le nouveau souverain qui prend possession du territoire impose alors le français comme langue officielle à la cour et dans les échanges commerciaux. Pendant des centaines d'années, la haute bourgeoisie anglaise s'exprimera donc dans la langue de Molière, tout comme la plupart des rois du Moyen Âge. En fait, il faut attendre en 1413 pour qu'un souverain anglais réintroduise la langue de Shakespeare à la cour. Mais le prestige de la France influencera le monde pendant encore longtemps et l'anglais absorbera encore un grand nombre de mots. L'auteur Anthony Lacoudre, dans son ouvrage « L'incroyable histoire des mots français en anglais », avance que la langue anglaise compterait près de 25 000 mots d'origine française. On peut penser aux mots qui sonnent français et qui sont utilisés par les anglophones, comme « rendez-vous » ou « amuse-bouche », mais aussi une panoplie de mots qui s'écrivent sensiblement de la même façon en français comme en anglais, comme « art »,« miracle »,« prison » ou « police ». Bienvenue au Québec, mon cousin. Ah, merci, cher cousin. Hey, en passant, j'ai un billet pour toi pour un spectacle, si ça te tente. Un billet? tu veux dire un ticket? Ça, c'est un billet. Ah, ben, je l'aime, ton billet. Hey, cousin, hein, le billet, tu l'as dans ta main, ça commence à 8 heures. Non, ça, c'est un ticket. Non, ça, c'est un ticket. Il était dans la ville du char que tu as loué. Attention, tu stationnes, le cousin! Bienvenue au Québec! Hein? Au moins, c'est ton Canadien. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie à l'intérieur de moi-même. Ça doit commencer avec soi-même. Suis en paix avec moi, donc suis en harmonie avec moi. Mais aussi avec vous, comme mon voisin, mon semblable. Mais aussi l'harmonie avec la nature, aujourd'hui l'environnement. Et puis pour des gens qui sont croyants, ils pensent que la paix aussi, c'est cette harmonie qu'on peut avoir avec les divins. Donc la paix pour moi, c'est très très important. Je viens du Congo, un pays qui a toujours eu des problèmes. On a connu des problèmes de guerre et puis ça se continue encore. Il y a la présence des casques bleus au pays, dans mon pays depuis plus de 22 ans. Alors leur mission, c'est une mission de paix. Mais il n'y a pas de paix depuis tout ce temps-là. Alors, je suis à la recherche de la paix, je communique la paix, j'enseigne la paix et je partage la paix autour de moi. On débute la discussion en studio avec André Saint-Pierre. Monsieur Saint-Pierre, vous êtes consultant senior en transport innovant. Alors, pour commencer, justement, de quoi on parle quand on parle de transport innovant? On entend filière électrique, filière batterie, transport avancé. C'est quoi la différence? Il y a une distinction entre le transport avancé et l'électrification des transports. L'électrification des transports, c'est juste une thématique qui fait en sorte que les véhicules sont électriques maintenant. Sauf que dans le transport avancé, dans les nouveaux types de véhicules, il n'y a pas juste l'électrification qui est important. Le véhicule de demain sera connecté, sera intelligent. Donc, il y a toutes les notions d'intelligence et de connectivité qui touchent les véhicules, qui n'est pas nécessairement de l'électrification, mais qui va faire partie des véhicules de demain. Et puis nous, dans les Basses-Laurentides, on est spécialisé dans quoi? Bien, dans les Basses-Laurentides, si on part, par exemple, de Oka, environ, là, 2 montagnes, et on monte jusqu'à Saint-Jérôme, il y a un couloir où on retrouve plusieurs entreprises, principalement des entreprises d'assemblage de véhicules de niche. Au Québec, on ne fabrique pas encore de véhicules passagers, mais on travaille beaucoup sur les véhicules de niche. Je pense à Novabus, qui fabrique des autobus, qui ont engagé, depuis le début de l'année, 300 personnes, 30 % de plus de production, et qui vendent à peu près actuellement près de 50 % de véhicules électriques. Mais évidemment, continuent à vendre, à assembler des véhicules traditionnels. Il y a aussi Contron qui est situé dans le même couloir,
qui sont spécialisés dans des systèmes informatiques embarqués, donc des ordinateurs de bord qu'on intègre dans les véhicules. Je parlais tantôt de véhicules intelligents, de véhicules connectés. Bien, ça prend de l'informatique, ça prend des processeurs. Donc, ils sont spécialisés dans ce genre de processeurs-là, système informatique qu'on intègre dans les véhicules. Il y a PMG Technologies à Blainville, qui est un gros centre d'essai, numéro 1 au Canada. On a parlé de Novabus, on a parlé de Contron, on peut parler de Génic Automation, qui font de l'industrialisation, automatisation. Il y a aussi Packard, une très grosse entreprise qui fabrique des camions, et OcuSystem, qui sont spécialisés dans le câblage des véhicules. Donc, on voit qu'il y a une panoplie de fournisseurs et d'assembleurs dans ce couloir-là, ce qui fait en sorte que les Laurentides, au niveau des entreprises, ont des grands avantages. Il y en a d'autres aussi, les avantages qui sont académiques. On a plusieurs académiques qui font partie de ce corridor-là. On n'a qu'à penser à l'UQO, qui ont une spécialité en cybersécurité, le Cégep de Saint-Jérôme, qui ont un AEC en électrification des transports, en véhicules électriques. Il y a aussi ce qu'on appelle les centres collégiaux de transfert de technologie. Il y en a 3. L'IVI, l'Institut du véhicule innovant, qui est un des meilleurs CCTT au Québec, qui travaille évidemment pour le véhicule innovant, le CIMEC, le CDCQ, qui sont d'autres centres collégiaux de transfert de technologie. Donc, et sans oublier les organismes, les MRC. Les MRC qui travaillent de concert, l'ensemble des MRC qui regroupent ce territoire-là, qui travaillent ensemble pour mettre en place un écosystème encore plus performant. Est-ce que ça veut dire que les Laurentides, c'est une région leader pour le Québec en ce qui a trait au transport innovant? Oui, bien, on le voit bien avec les entreprises qui sont là, qui couvrent et la chaîne d'approvisionnement et les grands donneurs d'ordre. Donc, et avec, évidemment, ce que je viens de dire, les centres de formation. On a donc des gens pour le développement économique, on a des centres de formation, donc les académiques, et on a également un lot d'entreprises qui travaillent dans le secteur. Donc, c'est un beau bouquet de différentes technologies puis de différentes forces qui font en sorte que les Laurentides se distinguent dans ce secteur d'activité-là. Mm-hmm. Donc, il y a une expertise qui est là. Est-ce que ça fait longtemps? On peut regarder ça en... Oui, ça fait très longtemps. Si on se rappelle à l'époque où on avait la GM, qui était ici, près de la 640 et la 15. Donc, ça fait quand même très longtemps qu'on exploite le domaine du transport. Je parlais de l'IVI tantôt, qui est l'Institut du véhicule innovant, qui est là depuis plusieurs années aussi. Donc, oui, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on travaille dans ce secteur d'activité-là. On ne peut pas parler de transport innovant dans les Laurentides sans parler de Lyon. Beaucoup de personnes ont vu ce qui s'est passé là, dans les derniers mois, dernières années, comme un échec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bien, il faut comprendre une chose, c'est que, en ce qui me concerne, je crois que c'est dû à certains facteurs autant internes qu'externes. Donc, ce qui s'est passé chez Lyon, ce qui est arrivé, il y a des problématiques internes et externes qui ont fait en sorte qu'ils sont rendus là. Sauf qu'on sait que maintenant, ils ont repris l'assemblage, la vente d'autobus scolaires, ce qui est je fais un jeu de mots là, mais ce qui est un beau véhicule pour l'électrification des transports. Parce que l'autobus scolaire, de par ce qu'on appelle le chemin qu'il a besoin, le chemin qu'il doit tracer, ou en anglais c'est duty cycle, donc le cycle d'utilisation, voilà, du véhicule, ça prête parfaitement à l'électrification du transport. Pourquoi? Après avoir fait ce qu'ils ont à faire avec les étudiants, aller les porter, ils reviennent. Donc, il y a possibilité de charger le véhicule. Donc, le cycle d'utilisation se prête très bien. Si ce serait un véhicule qui aurait à rouler pendant 10 heures, 12 heures sans arrêt, sans être rechargé, là, ça ne serait pas la même chose. Mais l'autobus scolaire, ça s'apprête très bien à l'électrification. Est-ce que vous trouvez que les transports électriques, les transports innovants, ça a mauvaise presse en ce moment? Bien, je dirais que c'est la mauvaise presse, peut-être parce qu'on attribue justement trop le transport innovant à l'électrification des transports. On entend toutes sortes de choses, mais il faut comprendre une chose, encore une fois, c'est que l'analyse du cycle de vie démontre clairement qu'il y a des avantages à électrifier certains types de véhicules pour certaines utilisations. C'est clair. Et encore plus au Québec, vous le savez tous, au Québec, on vend de l'électricité qui est verte, on a de l'hydroélectricité, donc c'est un contexte qui est très, très, très favorable à l'électrification des transports, encore plus au Québec. Comment voyez-vous le futur, là, justement, de cette filière-là dans les prochaines années dans la région?
Le transport avancé dans l'avenir va inclure de plus en plus les notions d'intelligence artificielle. Donc, je parlais tantôt de véhicules connectés, je parlais de véhicules intelligents. Donc, le transport de demain ne sera pas qu'électrique. Oui, il va être en partie électrique, mais il va être également aussi intelligent et connecté. Puis comment voyez-vous ça pour le futur de la région? La cybersécurité, on sait que c'est très important. On en entend tous parler. Donc, à bord des véhicules, d'être capable que ces véhicules-là soient sécuritaires, bien, on voit, c'est clair que la cybersécurité est très importante pour le véhicule de demain. Donc, on a des acteurs dans les Laurentides qui travaillent à faire en sorte que les véhicules de demain soient encore plus performants et encore plus sécuritaires. Puis, il y a un nouveau centre là, qui s'en vient un peu, vous en dire oui, un peu plus. On travaille. J'ai la grande chance de travailler avec la MRC Rivière-du-Nord sur un très beau projet qui est le Centre de formation et d'innovation en transport avancé des Laurentides. Dans ce centre-là, il va y avoir les trois ordres d'enseignement qui vont être réunis. Et c'est une première au Québec. Donc, les centres professionnels, les collèges, cégep et les universités vont être amenés à travailler ensemble. Il va y avoir aussi des vitrines technologiques, il va y avoir des laboratoires, donc où il va y avoir de la formation, il va y avoir de l'expérimentation. Dans le français d'aujourd'hui, un grand nombre de mots semblent empruntés à la langue anglaise. Ce sont les anglicismes que les puristes aiment tant chasser, décortiquer, corriger. Pourtant, il importe de rappeler que plusieurs de ces anglicismes sont à l'origine des mots français. Revenons un peu en arrière pour expliquer ce phénomène. En 1066, c'est Guillaume le Conquérant, un Normand né à Calais en France, qui entreprend la conquête de l'Angleterre, qu'on appelle d'ailleurs la Terre en angle. Triomphant, le nouveau souverain qui prend possession du territoire impose alors le français comme langue officielle à la cour et dans les échanges commerciaux. Pendant des centaines d'années, la haute bourgeoisie anglaise s'exprimera donc dans la langue de Molière, tout comme la plupart des rois du Moyen Âge. En fait, il faut attendre en 1413 pour qu'un souverain anglais réintroduise la langue de Shakespeare à la cour. Mais le prestige de la France influencera le monde pendant encore longtemps et l'anglais absorbera encore un grand nombre de mots. L'auteur Anthony Lacoudre, dans son ouvrage « L'incroyable histoire des mots français en anglais », avance que la langue anglaise compterait près de 25 000 mots d'origine française. On peut penser aux mots qui sonnent français et qui sont utilisés par les anglophones, comme « rendez-vous » ou « amuse-bouche », mais aussi une panoplie de mots qui s'écrivent sensiblement de la même façon en français comme en anglais, comme « art »,« miracle »,« prison » ou « police ». On a beau vouloir tout franciser, là, il y a quand même certaines limites, là, surtout en musique. La preuve, achèteriez-vous vraiment un album de Jour vert, Des roches qui roulent, Les garçons de la plage, Les piments forts rouges, La confiture de perles, U2? Oui, j'achèterais pareil. Ah oui, ça ne change rien. La musique est bonne. On est maintenant chez Génic avec Julie Boisvert, vice-présidente du développement corporatif. Bonjour, Madame Boisvert. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors, pour commencer, pouvez-vous me présenter Génic, me parler de ce que vous faites, en fait, ici à Saint-Jean? Parfait. Donc, Génic, on est un équipementier. Donc, ce que ça veut dire, un équipementier, c'est qu'on conçoit, fabrique, installe des lignes de production, des cellules automatisées, robotisées sur mesure pour l'industrie manufacturière. Donc, on automatise, on conçoit, on est un créateur de produits pour nos clients qui vont avoir besoin pour être plus compétitifs, augmenter leur cadence, etc., chez eux, dans leurs usines. Et puis donc, comment Génic s'inscrit dans l'écosystème d'innovation des Basses-Laurentides? Oui. C'est sûr que c'est une super belle question parce qu'effectivement, on est beaucoup dans l'innovation, dans la recherche et développement. En fait, ça fait partie même de notre ADN. Donc, dans l'écosystème régional, on a Connexion Laurentides, on a la ville de Saint-Jérôme, on a différents partenaires. Je vais parler de Laurentides International. Donc, c'est des beaux organismes locaux
qui sont là pour nous accompagner à mieux venir optimiser, aller chercher des subventions, aller chercher des partenariats pour pouvoir créer de la richesse collective chez nos clients. Donc, de la richesse étant augmenter la productivité, augmenter la compétitivité aussi de nos entreprises québécoises. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples concrets, peut-être plus dans le monde du transport, de ce que vous faites? Oui, tout à fait. On est dans le transport innovant là, aussi. C'est un de nos marchés. Je peux vous donner des exemples de produits à la fois ici au Québec, aux États-Unis, en Ontario, en Europe aussi, où on est allé faire de l'installation au Mexique. Donc, on peut faire des lignes de production, pour exemple, venir assembler des composantes et ces composantes-là entrent dans la fabrication des voitures. Et puis là, comment vous voyez les prochaines années? Donc ça, vous êtes dans l'innovation, donc vous êtes dans le futur. Est-ce que c'est excitant d'être dans les Basses-Laurentides pour ça? Oui, on est un super beau réseau. On est extrêmement bien localisé aussi, les Laurentides. On est près de Montréal, des grands axes routiers, près des aéroports. Donc stratégiquement pour nous, entreprises manufacturières, québécoises, les Laurentides, c'est une grande valeur ajoutée. Et aussi pour la main-d'œuvre, c'est des gens, nos employés sont extrêmement compétents, avec un haut niveau de savoir technologique. Donc pour nous, on dit qu'on est un grand terrain de jeu, les Laurentides viennent vraiment répondre à nos différents enjeux. C'est quoi les principaux enjeux, défis que vous rencontrez en ce moment là, sur le marché? Oui. Je ne cacherai pas que c'est certain que la pénurie de main-d'œuvre vient aussi affecter. Donc, on est quand même dans la très haute technologie, comme j'ai déjà mentionné. Donc, c'est des gens qui ont des hauts niveaux de connaissances. Donc, c'est certain que d'aller chercher ces gens-là, d'aller à la fois, d'où le pourquoi qu'on travaille fort avec les universités, les centres d'études collégiaux, les centres d'études professionnelles. Pour nous, ils croient énormément dans ce lien-là avec les établissements scolaires pour pouvoir embaucher justement ces gens de savoir-là. Puis sur le côté des tarifs aussi, je oui, tout à fait. C'est un excellent point que vous amenez. Les tarifs, veut pas. Nous, on a des clients aux États-Unis. On a des clients dont leurs clients sont aux États-Unis. Fait qu'effectivement, ça nous donne une pression actuellement, là, cet enjeu-là mondial quand même là, de l'écosystème pour le transport et aussi pour quand on fait des exportations. Puis quelque chose qui est intéressant chez Génic aussi, comme on dit, on est un grand terrain de jeu parce qu'on est dans l'innovation, on est dans la créativité. C'est quand même particulier de concevoir et fabriquer soi-même toit. On a un bel écosystème interne là, chez Génic. Donc, comme on dit, nos valeurs, c'est gagner en équipe, à la fois avec nos clients, nos fournisseurs et avec nos employés. On veut avoir du fun, on veut propulser l'humain, hyper important dans ce qu'on est la création de richesse, puis on veut viser l'excellence. Et voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de Perspective. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison qui portera sur la réalité des travailleurs étrangers temporaires dans notre région et sur leur intégration dans la communauté des Basses-Laurentides. Bonne soirée à notre antenne.